Salut à tous, je me présente, je suis Cédric Durand, étudiant en informatique, passionné de tout ce qui est nouvelle technologie. En parallèle, je travaille également en entreprise comme software ingénieur, software développeur. Alors, le but de cette vidéo, c'est lequel? C'est de présenter une thématique qui est pas aussi nouvelle que ça, mais qui, au cours de ces dernières années, fait de plus en plus parler d'elle. Il s'agit notamment de l'architecture microservice et de sa concrétisation qui est Docker. Alors, au cours de cette vidéo, on va essentiellement présenter l'architecture microservice en la comparant avec la très très répandue architecture monolithe. Et l'architecture microservice ici va juste nous permettre de préparer le terrain à la technologie Docker, le container Docker. Alors, car l'objectif des prochaines vidéos à venir serait de faire une balade dans l'univers de Docker. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec cette nouvelle technologie, on va tous ensemble découvrir c'est quoi Docker, comment mettre en place comment créer une image, comment mettre en place un conteneur, comment démarrer un processus dans un conteneur et tout ce qui va avec. Ça, ce sera l'objectif des prochaines vidéos à venir. Alors, le contexte, c'est lequel? C'est celui selon lequel nous voulons démarrer le processus de développement d'une application. On va se poser une question essentielle. Comment est-ce qu'on va la déployer? Quelle est l'architecture qu'on va mettre en place? Comment est-ce que les différents composants de notre application seront mis en place? Ça, c'est la question que l'architecte du logiciel devrait se poser avec les membres de son équipe. Alors, en guise de rappel, nous dirons que une architecture implique en général plusieurs choix, entre autres les technologies, les produits, les serveurs à utiliser. Et également, il n'existe pas d'architecture universelle permettant de répondre à un problème précis. Ça veut dire qu'une architecture peut passer avec un problème et n'est pas du tout adaptée à une autre. Et le choix d'une telle ou une telle architecture va dépendre en général de plusieurs facteurs. Ça peut être, entre autres, la nature du projet en elle-même, les compétences des membres que l'on a dans l'équipe de développement, les budgets à notre disposition et également des outils disponibles. Alors, comme on l'a dit, on va commencer par présenter l'architecture monolithe. C'est celle que l'on connaît tous, où notre produit va être déployé comme une entité, comme un tout. C'est-à-dire que bien que notre produit soit composé de différents services en interne, tous ces services-là vont être déployés comme un paquet unique. Et les différents services vont communiquer ici par ce qu'on appelle des appels mémoire, in-memory call. Et une image qui m'est venue à l'esprit lorsque je préparais ces slides, c'est celle d'un laptop. C'est-à-dire que quoi, lorsqu'on se procure un laptop, à moins que les choses aient changé, le laptop, il est livré en général comme un tout, c'est-à-dire il contient votre clavier, votre écran, le touchpad et tout ce qui va avec. Alors, comme on l'a dit précédemment, dans l'architecture monolithe, le système est déployé comme une entité entière. Et si on a mis en place des pipelines d'intégration et de déploiement continu, on va dire que le moindre changement que l'on va apporter à notre application devrait entraîner à ce que tous les composants de notre application passent également tous ces différents pipelines de CI/CD qu'on a mis en place, ce qui pourrait conduire à un processus de déploiement de l'application qui pourrait être long et très très peu flexible. Alors, voilà, vous avez développé votre application, elle est en production, elle tourne parfait. Vous voulez changer la couleur d'un bouton ou alors la police d'un texte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer dans le code et puis redéployer toute
toute l'application entière, y compris même la base de données, y compris le service qui s'occupe de l'envoi des mails, bien que votre modification n'ait rien à voir avec ça, mais à cause du fait que votre application est déployée comme une entité entière, tous ces différents éléments-là devraient être à nouveau recompilés, ce qui pourrait entraîner une certaine lourdeur dans le processus de déploiement. Alors, et en général, les architectures monolithes, elles vont reposer sur une seule technologie. On va dire, ok, d'accord, on va le faire en Java. Ça dit que, par exemple, lorsqu'on développe une application Java, à la fin, on obtient généralement un fichier WAR, et c'est ce fichier WAR unique-là qui sera déployé au niveau de notre serveur, comme on l'a dit. Et l'architecture monolithe, elle pourrait moins favoriser le travail en parallèle des différentes équipes de développement, autant pour moi. Alors, si on revient à l'image du laptop de tout à l'heure, puis changer le clavier ou le touchpad de mon laptop sans avoir à l'ouvrir ou voir à le redémarrer, avec quelle aisance est-ce que je vais le faire? C'est possible de le faire, c'est clair, on le fait. Mais avec quelle aisance est-ce qu'on le fait? Alors, l'architecture monolithe, elle n'a pas que des désavantages, elle a également un avantage que je trouve intéressant, c'est celui selon lequel le déploiement de l'application, il va être super facile. Je développe mon application web Java, je vais juste compiler ce fichier WAR et blop, je le déploie au niveau du serveur, c'est fini, rien d'autre à faire. Mais par contre, la scalabilité de l'application ne sera pas toujours la meilleure. Nous tenons à rappeler ici qu'il existe trois types de façons de faire évoluer, de faire scaler notre application. On peut la faire scaler selon l'axe des X. Cela veut dire que quoi? On va faire tourner en parallèle plusieurs instances de notre application qui font exactement la même chose. On va juste faire tourner plusieurs instances que l'on appelle des réplicas. Et ces réplicas tournent derrière une entité qu'on va appeler le load balancer. Et c'est le load balancer qui a la responsabilité lorsqu'une requête arrive vers notre application au moyen de l'algorithme de load balancing qui sera mis sur place, pardon. Le load balancer aura la responsabilité de dire ok, cette requête sera traitée par le réplica numéro X en fonction de l'algorithme de load balancing. Ça, c'est ce qui concerne la scalabilité selon l'axe des X. Selon l'axe des Z, on peut également scaler. Ici, ça se passe selon le principe suivant lequel également on va faire tourner plusieurs instances de notre application. On va faire tourner plusieurs réplicas sur des serveurs, sur plusieurs serveurs, bien entendu. Mais à la seule différence que la scalabilité ici est orientée sur la partition des données. Ça veut dire qu'on va dire par exemple que ok, les requêtes provenant des utilisateurs dont l'identifiant est compris par exemple entre 1 et 10 000 seront traitées par le réplica X. Celles des utilisateurs compris entre 10 000 et 20 000 traitées par le réplica Y, et ainsi de suite. Voilà un peu le mécanisme que l'on peut mettre sur pied, pardon, pour implémenter une scalabilité orientée sur les données. Ou alors, elle peut également se faire, c'est-à-dire le schéma de décision peut être, par exemple, l'adresse IP des utilisateurs. On va dire, les adresses et les requêtes provenant de l'adresse IP se trouvant dans tel range vont être dans telle plage, autant pour moi, vont être traitées par tel ou tel serveur. Donc, ces deux façons de faire évoluer notre application là poursuivre un objectif commun, c'est celui selon lequel notre application soit toujours disponible. Notre application soit toujours disponible en temps réel. Alors, derrière, à côté de ces deux façons de faire scaler notre application, on peut également faire scaler l'application selon l'axe des Y. On l'appelle la décomposition fonctionnelle. C'est là alors que notre architecture microservice entre en jeu parce qu'à ce moment-ci, on va découper notre application en modules. Ces modules, chaque module est responsable d'une fonctionnalité bien déterminée et chaque module peut être implémenté de façon
de façon indépendante par rapport aux autres modules. Ce qui nous dirige tout droit vers la fameuse architecture microservice qui implémente le paradigme de la séparation des concerns, comme on a dit, separation of concern, c'est-à-dire que chaque module de notre application va être responsable d'implémenter un service bien déterminé. Et voilà, ou par exemple, on veut développer une application web qui a également une version mobile. Nous voyons là que notre application utilise un certain nombre de services, un service qui est responsable de la gestion des comptes utilisateurs, un autre qui est responsable de la gestion des inventaires, un autre pour la gestion des envois, et même un autre qui va juste être là pour servir les pages web au browser. Et l'application mobile qui va utiliser une passerelle API pour pouvoir joindre les différents autres services. Et si on revient à l'image du desktop que l'on avait précédemment, celle-ci, l'architecture microservice, on pourrait dans une certaine mesure la comparer, voilà, avec un desktop. Le desktop PC qui sera livré, voilà, qui peut être livré en partie, en différentes parties. Aujourd'hui, je me procure le moniteur, demain ce sera le clavier, puis ce sera l'unité centrale. Et puis tout ce que je fais, je les mets juste ensemble et j'obtiens mon ordinateur qui fonctionne et qui fait ce qu'il devrait faire. Donc, comme on l'a dit, l'architecture microservice prône ainsi le déploiement modulaire de notre système logiciel. Et voilà, étant donné qu'on a donc plusieurs services qui sont indépendants, il faut trouver un moyen de les faire communiquer. Alors, ils peuvent communiquer par des mécanismes légers, ça peut être par HTTP, ça peut être par des appels procédures distantes, Remote Procedure Call. Et il faudra donc trouver un moyen de les faire communiquer, de leur faire s'échanger des données. Alors, pour cela, des formats d'échange, des formats standards d'échange de données tels que JSON ou XML peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif, bien que, il faut le préciser, chaque service peut utiliser son propre modèle de données qui n'a rien à voir avec un JSON ou un XML, qui sera très certainement plutôt lié à la technologie utilisée par ce service-là. Et on l'a dit, chaque microservice est un petit processus indépendant qui peut être développé, déployé tout seul. Et l'architecture microservice permet effectivement d'implémenter ce qu'on appelle l'isolation des fautes. Ça veut dire que on peut avoir un service qui souffre d'un souci de mémoire ou d'un souci de CPU parce que ce service-là consomme trop de CPU, alors seul ce service-là sera paralysé, mais pas l'application entière. Parce que ce service-là, il peut être déployé sur son serveur tout seul, sur un serveur tout seul. Alors, seul ce service-là, comme on l'a dit, sera paralysé, mais pas notre application entière. Et étant donné que l'on les isole, on peut donc évoluer, on peut donc faire scaler notre application de façon plus élégante. Et il est également important de rappeler qu'elle est indépendante d'une technologie d'architecture microservice. Et on aboutit notamment à ce qu'on appelle des applications polyglottes. Par exemple, si je veux mettre sur pied une application où j'aurai beaucoup de calculs matriciels à faire, et d'un autre côté, j'aurai également beaucoup d'appels entrée-sortie à faire, ou et peut-être d'un autre côté, qu'est-ce que c'est, j'aurais besoin de faire beaucoup d'envois des emails, par exemple, que sais-je, lorsqu'un utilisateur crée un compte ou fait n'importe quelle activité au sein de mon application. Alors, pour le service qui va faire des nombreux calculs matriciels, je peux par exemple me dire, ok, d'accord, Python est très bien adapté pour ce genre de choses. Pour accomplir un tel autre service, je vais me dire, ok, d'accord, c'est Java qui est le plus adapté. Pour ce service, c'est le C qui est le plus adapté. Et voilà, j'ai une application où chaque service utilise sa propre technologie et ils communiquent entre eux à travers, ça peut être des appels à procédure distante, RPC, ou alors je mets simplement des API endpoints par lesquels les différents services pourront communiquer. Et si on revient à l'image du desktop tout à l'heure,
On pourrait se poser une question, avec quelle facilité et quelle aisance puis-je remplacer la souris ou alors le clavier de mon desktop PC? Dois-je nécessairement le redémarrer? J'en suis pas si sûr. Alors, on l'a dit, l'architecture microservice, on a des services qui sont donc isolés et bien sûr, pour que notre application fonctionne, il faut trouver un moyen de pouvoir accéder à ces services-là. Et cela peut se faire de plusieurs manières différentes. Une façon simple serait d'utiliser les appels directs les appels directs selon lesquels l'application peut appeler directement chaque. Alors, une autre façon de le faire serait de dire, OK, au lieu de faire des appels directs comme ceci qui vont nous poser le problème du délai d'exécution de mes RPC, cela peut avoir un impact sur la disponibilité de mon application. Ces appels peuvent ralentir mon application. Alors, une façon de répondre à ce problème serait de mettre comme ça au milieu une sorte de gateway qui connaît exactement où se trouve chaque service et qui peut, joindre chaque service de façon optimale et rapide afin d'accélérer un petit peu le processus. Ou alors, on pourrait également se dire, OK, d'accord, on va accéder aux différents services en utilisant une sorte de bus. C'est un principe qui est très rencontré dans des applications qui sont asynchrones de nature, ou alors pour les applications IoT, Internet of Things, où j'aurai par exemple le sensor et des capteurs qui vont lire les données comme ça de façon asynchrone. Euh, une communication par bus pourrait être très bien adaptée dans ces cas-là. Alors, l'architecture microservice, elle n'a pas que des avantages, elle a également des inconvénients. Entre autres, on peut comme ça dénoncer la complexité, n'est-ce pas, de mettre sur pied un système distribué. Voilà, cela requiert une certaine ingénierie. Les tests qui peuvent être difficiles à exécuter parce qu'on a maintenant des services qui sont plus ou moins éparpillés. Et le fait également que les IDE, étant plutôt orientés pour des applications monolithes, ne produisent pas encore suffisamment de support concret pour des applications microservices. Et on a dit les appels à procédure distante peuvent être très coûteux comparativement aux appels mémoire. C'est clair, les appels à procédure distante vont déjà consommer par exemple la bande passante. Donc, si je suis sur un réseau, la bande passante est mauvaise, il est clair que je vais accéder à mes données de façon moins efficace que lorsque les appels se font de façon mémoire. Et voilà, elles peuvent également consommer bien plus de mémoire qu'il n'en faut. Donc là, il faudra être très fin lors de la programmation, lors du développement de l'application. Alors, comme on l'a dit dans notre exemple tout à l'heure, je vais développer une application où j'ai euh, une version desktop, une version pour les navigateurs et une version mobile pour téléphone. Les deux versions utilisent les mêmes services par derrière parce que chaque service me propose juste un moyen de communiquer avec lui. Ça peut être par HTTP dans le cas où je veux joindre un browser par exemple, ou alors ça peut être simplement que ce service met à la disposition un endpoint API auquel je vais accéder en faisant des appels à procédure distante. Alors, pour concrétiser, une façon de concrétiser l'architecture microservice serait par exemple de mettre sur pied des conteneurs Docker. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un conteneur, une image de conteneur, c'est tout simplement un package, c'est-à-dire une version exécutable d'un logiciel ou d'une pièce de logiciel qui contient tout ce dont elle aura besoin pour son exécution.
Lorsqu'on dit tout, il s'agit de son code, de son environnement d'exécution, de ses variables d'environnement, de ses paramètres, de ses librairies. Alors, elle contient tout. Et l'ensemble va être empaqueté dans ce qu'on va appeler une image Docker qui, pour être exécutée, a besoin d'être déployée dans un conteneur. Alors, c'est une technologie qui a été inventée par l'entreprise Docker Inc., avant appelée .cloud. Comme on l'a dit, on va donc emballer. Je l'utilise pas dans un sens premier. On va emballer une image. On va emballer dans une image conteneur tout ce dont notre microservice a besoin pour son exécution. Et rappelons-le, le conteneur s'exécute comme un processus léger sur la machine hôte, qui est à différencier de la machine virtuelle. Lors des prochaines vidéos sur la technologie Docker, on va regarder cette différence-là de plus près et permettre donc ainsi de mettre sur pied le paradigme Software as a Service en utilisant les 12 requirements qui sont définis dans ce qu'on appelle les 12 factors app. Pour plus de lecture par rapport à cela, vous pouvez simplement cliquer sur le lien qui sera en description de la vidéo et vous informer davantage par rapport à cela. Alors, comme on l'a dit, lors des prochaines vidéos, on va commencer une balade dans l'environnement Docker et puis on verra comment créer une image Docker, comment mettre sur pied un conteneur, comment démarrer une application dans un conteneur, comment démarrer plusieurs conteneurs et les faire communiquer. Ça, ce serait l'objectif des prochaines vidéos. Alors, vous avez là les références qui ont été utilisées dans la préparation de ces slides. Vous pouvez cliquer sur ces liens qui sont en description de la vidéo pour vous informer davantage. Et je me réjouirai très grandement de lire vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, un doigt en haut. Si elle ne vous a pas plu, un doigt en bas. Et merci de me laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer lors des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre attention. Ciao.